Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous venez de prendre le café avec Jérôme Kerviel et son avocat David Couby qui était reçu par Fabienne Sintès à 7h15. Première question ce matin, Jean-Luc Mélenchon, faut-il, comme le réclament d'ailleurs des sénateurs de gauche et des écologistes, poursuivre pour faux témoignage Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, vous le savez, accusé d'avoir menti devant une commission d'enquête sur la présence de la banque dans des paradis fiscaux? Je crois, oui, parce que c'est très grave de mentir sous serment. Après, on ne peut plus croire à rien. Et aucune commission d'enquête parlementaire. Là, il a menti à une commission d'enquête parlementaire. Il était sous serment. Si on considère que tout ça n'est rien, alors c'est la fin de tout. On ne peut pas avoir des relations normales, civilisées, dans un pays démocratique. Mais ça va plus loin. La Société Générale, avec ses 1000 sociétés offshore, est une espèce d'industrie de la triche, de la fraude et de la combine. Et dès lors que son PDG ment ouvertement devant des parlementaires et sous serment, on est en droit de dire qu'on ne peut plus avoir confiance en elle. Et par conséquent, ce qui est à l'ordre du jour, c'est plutôt sa mise sous tutelle ou, selon la loi, sa réquisition, de manière à pouvoir faire le ménage dedans, sans croire au point de départ ce que dit son PDG. On ne peut plus croire ces gens-là, ils mentent tout le temps. Et on doit s'étonner de savoir comment ils ont pu mentir aussi longtemps, sans que l'administration centrale de l'État, à Bercy, n'ait rien à dire, et notamment, je termine là-dessus, n'ait jamais posé aucune question pour que la Société Générale prouve qu'elle a bien été volée par M. Kerviel, ce qu'elle n'a jamais fait. Vous pensez à quoi? Parce que Jérôme Kerviel et son avocat David Couby disaient tout à l'heure, à aucun moment les banques ne sont inquiétées à quelque niveau que ce soit, elles sont protégées, mais par qui, selon vous? Eh bien, je me pose la question comme eux, parce qu'à la fin, ça finit par être très troublant. Si c'était une fois une affaire, on dirait que quelqu'un a raté le dossier. Mais là, c'est de manière constante et permanente que quoi que dise la Société Générale, elle est crue et elle est prise la main dans le sac, soit de mentir, soit de ne pas prouver ce qu'elle avance. Donc nous avons là une situation très grave. Et il est temps maintenant de commencer à punir les fraudeurs. Et savez-vous une chose, monsieur, l'homme qui a découvert les trafics de l'État du Luxembourg, qui à l'époque était sous gouvernance de M. Juncker, l'actuel président, c'est lui qui est aujourd'hui menacé d'aller en prison et d'avoir 100 millions d'amendes. Et M. Juncker, qui lui était l'homme qui organisait tout ça, entre-temps a été élu président de la Commission européenne. Donc on voit bien que ce sont ceux qui lancent les alertes qui sont punis, et ceux qui sont les organisateurs des trafics qui bénéficient de la considération publique. Pardon, monsieur Mélenchon, mais l'accusation est très grave et vous ne répondez pas précisément à la question de Jean-François. Protégé par qui, par quoi? Je pense que c'est un effet de système, pour être honnête. Je ne sais, forcément, il y a des personnes en cours de route qui donnent leur accord à une bienveillante cécité, qui ne se rendent pas compte. Mais il y a un effet de système, je l'entends d'ici. On doit certainement dire à un homme comme Sapin, qui est totalement aveuglé, et qui répète les arguments de M. Oudéa, à peine celui-ci les a-t-il prononcés, on doit lui dire « Monsieur le ministre, vous comprenez, c'est une des 10 banques systémiques du monde ». Alors, une banque systémique, ça veut dire une banque dont la santé pourrait atteindre le monde entier, la planète financière entière. Et alors, mourant de peur, les responsables politiques s'inclinent, se cachent, et font ce qu'ils peuvent pour colmater les brèches. Vous voyez en Michel Sapin, ministre des Finances, un homme sous influence, Jean-Luc Mélenchon? Par la force des choses, puisqu'il ne fait rien. S'il faisait quelque chose, on dirait, il essaye bien ou mal, mais il essaye de faire quelque chose. Mais là, il ne fera rien. Il a déjà annoncé. Enfin, c'est quand même Michel Sapin qui se tapait sur les cuisses il y a quelques mois avec le ministre des Finances de Panama et qui avait sorti Panama de la liste des pays avec qui il y avait encore des problèmes. Non, c'est pas Michel Sapin qui a sorti. C'est Sarkozy. C'est M. Sarkozy. Mais il était toujours sur une liste où la situation de Panama faisait débat. Et quand ils sont sortis de cette salle, ils ont dit « tout va bien ». On a remis le Panama dans la liste des pays avec lesquels il y a un problème pour la France. Mais je vous rappelle que François Hollande avait déclaré que les banques françaises n'auraient plus le droit de traiter dans les paradis fiscaux. Donc vous me direz, c'est qu'une promesse de plus de Hollande, et ça ne vaut rien. Ouais. Mais en attendant, ça montre comment tout un système et toute l'oligarchie de notre pays et de ces pays de truqueurs et de voyous combinent les uns avec les autres et personne ne dirait rien. Non, cette fois-ci, il nous faut un châtiment. Il nous faut qu'un puissant, il faut que quelqu'un de très important Vous voulez la tête de qui? Oui. La Société Générale, je vous le redis et je le répète, la Société Générale doit être mise sous tutelle. La loi le permet. Ses dirigeants sont des menteurs.
et ils ont trompé les Français, menti à des parlementaires, triché avec le fisc. Ils doivent être châtiés. Dans ce climat, Jean-Luc Mélenchon, que dire de ce lancement hier par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, de son mouvement baptisé En Marche, avec un point d'exclamation. Il l'a fait hier à Amiens, c'est sa ville de naissance. Qu'est-ce que ça vous renseigne sur ce qui se passe au pouvoir aujourd'hui ? Déjà, ça fait rigoler un peu, parce que les gens qui ont mis en panne tout le système et l'économie du pays, qui font un truc qui s'appelle En Marche, ça fait rire, quoi. Bon, enfin, moi, ça me fait rire. Bon, il y a une ambiance de révolution de palais que tout le monde sent. Alors, vous et moi, on ne sait pas très bien qui manœuvre pour qui dans cette histoire, mais on voit bien qu'ils sont en pleine préparation de la campagne présidentielle de François Hollande, et que chacun des importants a une pièce sur chaque case, sur le rouge et sur le noir. Alors, je ne sais pas si c'est le blanc, enfin vous avez compris, sur le damier. Oui, voilà. Si c'est un damier, c'est blanc et noir. Mais blanc et noir. Voilà, vous êtes plus informés que moi. Blanc et noir. Bon, oui. alors ils mettent un pion sur chaque case. Alors Macron pense à son futur, ou bien à aider M. Hollande. Mais tout ça, bon, ça ne nous impressionne pas, parce que cette fois-ci, le peuple français s'est mis en mouvement. Il le fait sur une conscience sociale. Vous verrez samedi qui vient les gens descendre dans la rue contre la loi El Khomri. Et donc, qui est contre la loi El Khomri et contre M. Macron, car la loi El Khomri, c'est du Macron plus. Et permettez-moi de vous dire une chose qui n'est pas assez dit dans ce débat. La loi travail. Si le président de la République la maintient contre vents et marées, c'est parce que c'est une injonction. Je répète, une injonction de la Commission européenne de Bruxelles. C'est eux qui ont décidé qu'il fallait changer le code du travail en France, et ils ont dit qu'ils surveillaient le débat politique en France. Pas ils écoutent ou ils suivent, ils surveillent. Par conséquent, la loi El Khomri, la responsabilité, c'est l'Union européenne et c'est la politique des traités européens. Vous n'avez pas la sensation que ce mouvement, en termes de volume, s'essouffle un petit peu quand même ? Il y a moins de monde dans la rue. Alors, oui, ça, vous savez, c'est la grande... Depuis 10 ans, je ne suis pas allé à une manif sans que la première question qu'on me pose, c'est « Vous ne trouvez pas qu'il y a moins de monde que prévu ?» Bon, alors, mais moi, je alors regarde les chiffres. Mais bien sûr, vous avez raison. Il y a d'ailleurs de moins en moins de monde place de la République aux Nuits debout. C'est bien connu, ça. On va parler d'une Ah bah oui, mais vous faites deux tapes à moi. Pour vous, c'est la même chose. Mais c'est la même chose, évidemment. C'est l'insurrection lente, progressive du peuple français contre un système politique qui lui ment, triche, et c'est prouvé tous les jours, ne tient pas ses promesses et met en place un pourrissement général de la vie quotidienne des gens. Voilà, les gens n'ont ras-le-bol de vivre dans la précarité, etc., etc. Donc, place de la République, c'est la nuit, vient le peuple le soir. Le peuple. Et puis pendant la journée, les mêmes, ils sont les amis du prolétaire ou du jeune qui sort de sa fac ou de son lycée. Monsieur Mélenchon, excusez-moi, oui. Je vous en prie, est-ce que ces nuits debout, qui ne sont pas simplement place de la République, puisqu'il y en a maintenant... Il y en a partout en France. Est-ce que c'est pas un peu différent du mouvement dont vous parliez contre la loi El Khomri? Ça dépasse la mobilisation. Et est-ce que vous êtes forcément le bienvenu dans ces nuits debout? Alors, attendez, on va évoquer cette deux question. questions. Essayez-vous déjà, vous. Allez-y avec votre truc de... N'ayez crainte. Oui, avec votre micro, puis vous verrez comment vous serez reçu. Nous y sommes. Bon, nous y sommes toutes les nuits. Très bien, voilà. très bien. Alors, commençons par la première question qui, elle, n'est pas fielleuse. Aucune des deux n'était fielleuse. Non, bien sûr, on a compris. Celle qui... Quel est le rapport entre les deux? Eh bien, on va dire, la loi El Khomri, la lutte contre la loi El Khomri, rassemble tout le monde dans l'entreprise ou dans la faculté ou le lycée, parce que les jeunes ont compris que ça concernait d'une part leurs parents et eux-mêmes pour leur futur immédiat. Et ensuite, il y a une autre dimension, c'est que cette loi El Khomri provoque une conscience politique, une conscience élargie, une conscience, on va dire, civique, parce que quand on dit politique, on comprend politicien. C'est une conscience civique. Bon. Et cette conscience civique, elle s'exprime sur les places de tout le pays. Et vous allez voir que ça va se répandre, parce qu'on me dit, j'ai eu mes amis qui m'ont raconté à Strasbourg, qui me racontent à Toulouse, qui me racontent à Lille. Oui, c'est en train de démarrer. C'est dans tout le pays que ça va avoir lieu. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que je, personnellement, suis bien reçu? J'y suis allé, il n'y a aucune difficulté. Mes propres camarades et amis et proches, ils sont présents. Mais ce n'est pas le sujet, je veux le dire clairement. Il ne faut pas que qui que ce soit vienne avec ses drapeaux et le reste, parce qu'il faut à tout prix aider ce mouvement à se fortifier. Et pour qu'il se fortifie, il ne faut pas qu'il y ait d'allégeance politicienne. Donc, je suis
certainement parmi ceux qui disent qu'il ne faut pas que moi-même j'y sois plus que de nécessité. Le reste, maintenant, on arrive à tout savoir. Pierre Laurent, votre ami, qui est place du colonel Fabien, le patron du Parti communiste, a dit de ce mouvement qu'il était en train de changer les pratiques de la politique. Pour rebondir sur la question de Guy Birenbaum, les politiques, par définition, ne sont pas les bienvenus. Ah bon? Le peuple veut autre chose. Bon, d'accord. C'est une question, je vous pose une question. Non, c'est pas une question, c'est une antienne, on comprend à quoi on veut arriver. Bon, alors, quand des gens se rassemblent sur une place, comme c'est le cas, place de la République, et disent il faut changer la Constitution, je l'ai vu, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est de la politique, je trouve ça très bien. Il n'y a pas besoin que j'aille sur place, il n'y a pas besoin que ce soit moi qui dise. Vous savez, je parle au nom d'eux. Le peuple est en train de faire de la politique conformément à ce que j'ai toujours annoncé et dit, et notamment dans mon livre, L'ère du peuple. Les assemblées citoyennes, le moment politique qui passe par le fait que le peuple occupe les places, cette forme politique décrite, je suis enchanté par ce qui se passe. Et il n'est pas vrai que ces places-là chassent la politique. Ces places ne sont que de la politique. Ce qui n'est pas de la politique, c'est ceux qui viennent simplement pour essayer de récupérer un petit bout, ou se faire bien voir, ou se faire photographier. Tout ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est le mouvement du peuple. Et donc je dis à mes amis, si par hasard vous aviez la tentation, ce qui n'est pas le cas, d'y aller avec vos drapeaux, remballez-les, ça ne sert à rien. Aidez le mouvement, mettez-vous à son service. Mais il ne lâche pas la politique, effectivement, ces gens sur la place, mais il lâche le système. Or, vous êtes le système, or Pierre Laurent est le système, or tous les politiques sont le système. Donc comment vous faites un moment pour vous raccrocher à ces gens-là? Moi, je n'ai pas cette lecture. C'est très injuste ce que vous dites. Comment on est le système? Mais je le combats, le système. Et alors, m'y voici par votre seul verbe, rattaché. Qui a dit que j'étais le système, à part vous? Vous êtes un parti politique. Donc pour ces gens-là, être un parti politique, vous êtes le parti de gauche. Je suis un homme. Oui, vous êtes le parti de gauche. Vous représentez un parti. Membre du parti de gauche. Vous êtes élu. Ah bon, donc il ne faut pas être élu. Mais vous savez dans quel pays il n'y a pas les élus, il n'y a pas d'intermédiation? Je ne comprends pas votre question, sinon qu'elle veut dire une chose. Vous avez la trouille. Vous êtes le système. Le système, c'est vous. C'est vous. C'est vous le système, vous êtes la deuxième peau du système et vous les avez les miquettes à zéro. Mais pourquoi? Parce que les gens sont en train de vous chercher tous. Et alors vous essayez de déporter la colère sur les représentants politiques. Non, monsieur Mélenchon, le système c'est nous avec vous. Oui, non mais pourquoi pas rejeter les journalistes aussi? La gorge? Non, pourquoi pas? Eh bien alors, on n'est pas obligé. Tout ça est absurde ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de ramener un événement politique majeur. Notre pays est en train de s'ébrouer, est en train de reprendre sa respiration. Sa jeunesse qui a été socialement martyrisée, qui est hyper qualifiée et rejetée dans les emplois précaires, est en train de s'affirmer. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de détruire encore un petit peu la confiance qu'il peut établir entre les gens. Le système est malade, votre trouille en est une bonne expression, et la mobilisation des gens en est une autre. Un dernier mot rapidement, je vous assure qu'on n'a pas la trouille. Non, pas la trouille du tout. Tout va bien pour vous, vous êtes contents les gars? Alors ce soir, il faut appeler à la participation Nuit debout. C'est fait, regardez. Allez, faites-le. Encore un mot. Faites-le pour voir. Mais pourquoi? Mais vous venez de le faire. Mais non. Chacun son métier. Mais non, chacun son métier. Un dernier mot rapidement, il y a un type qui vous épate dans l'actu, c'est Bernie Sanders, c'est ça? Pour vous, c'est l'antisystème aussi? Alors oui, aux États-Unis, honnêtement, j'ai eu très tort dans un passé récent de ne pas m'y intéresser, parce que je mettais tout dans le même sac. Eh bien non. Bernie Sanders est en train d'apporter un défi inouï au système, et mes amis, il est en train de gagner d'une primaire à l'autre, et si Bernie Sanders gagne, les sondages disent qu'il battrait M. Trump, et si les États-Unis ont pour président Bernie Sanders, l'histoire du monde va changer. C'est pourquoi je suis plein d'enthousiasme pour ce qu'il entreprend. C'est le mot de la fin.